On peut entendre le rugissement d'un lion à 3 km de distance et le sifflement d'un léopard à 800 mètres, mais le cri silencieux d'une mère qui a perdu ses petits résonne à travers l'univers sans que personne ne l'entende. Ses yeux ambrés n'étaient jamais destinés à se croiser ainsi dans le monde naturel impitoyable de la savane africaine. Les léopards et les lions sont des ennemis nés. L'un est un chasseur solitaire et raffiné, se cachant dans les arbres. L'autre est le roi des prairies, dominant le sol avec la force de son groupe. Ils sont rivaux dans une bataille sans merci pour la survie. Pourtant, sur la haute branche d'un vieux sycomore, sous le ciel étoilé de la réserve de Kruger, le couple le plus étrange de l'histoire naturelle réécrivait toutes les règles du monde sauvage. Une léoparde adulte, prénommée Héloïse, léchait tendrement la fourrure d'un lionceau. Ce n'est pas un conte de fées, il n'y a ni magie ni intervention humaine. C'est une histoire de douleur insupportable, de perte, et de la manière dont l'instinct maternel peut surmonter toutes les barrières érigées par la nature au fil de millions d'années d'évolution. La nuit tombait lentement sur l'immense savane de la réserve de Kruger. Le ciel africain scintillait d'étoiles tandis qu'Héloïse, une léoparde de 5 ans, grimpait à son grand sycomore. Son corps souple se courbait gracieusement entre les branches, mais ses yeux dorés, habituellement perçants, étaient désormais vides, lourds d'un chagrin indescriptible. 2 semaines plus tôt, Héloïse était une mère comblée. Ses 3 petits, 2 mâles et une femelle, l'attendaient toujours à son retour dans leur tanière après chaque chasse. Les appels joyeux des petits léopards résonnaient dans la petite vallée où Héloïse avait choisi d'établir un foyer pour sa famille. Mais la nature ne promet jamais une paix éternelle. La première pluie de l'année arriva sans prévenir, plus violente que jamais. Les eaux venues de l'amont déferlèrent en torrents furieux, emportant tout sur leur passage. Héloïse était partie chasser lorsque la catastrophe frappa. À son retour, la tanière était complètement submergée. Ses 3 petits, trop jeunes pour nager ou grimper, n'avaient aucune chance de survie. Pendant plusieurs jours, Héloïse erra sans but autour de la zone sinistrée. Ses cris d'angoisse résonnaient dans l'obscurité, faisant frissonner même les impalas, d'ordinaire si vigilants. C'était le cri d'une mère qui avait tout perdu. Son corps continuait de produire du lait, un cruel rappel des petits disparus. Chaque heure semblait s'étirer à l'infini. Mais le destin réserve parfois des tournants inattendus que personne n'aurait pu imaginer. Non loin de là, une autre tragédie se déroulait sur la prairie. La troupe de lions de la Roche-Royale était l'une des plus puissantes de la région, avec 2 mâles adultes, 6 femelles et 7 lionceaux de différents âges. Leur territoire couvrait une vaste zone riche en eau et en nourriture. Mais la prospérité attire toujours ceux qui convoitent le pouvoir. Par un après-midi brûlant, 3 mâles lions étrangers apparurent à la lisière du territoire. Ils étaient imposants, leurs muscles saillants sous leur fourrure dorée, leurs crinières épaisses et sombres témoignant de leur maturité et de leur force. Ils n'étaient pas venus pour négocier ou partager. Ils étaient venus pour conquérir. La bataille dura 2 jours, se soldant par la mort des 2 mâles adultes de la troupe. Selon la loi cruelle de la nature, les nouveaux conquérants ne s'arrêtèrent pas là. Ils commencèrent à traquer et à tuer tous les lionceaux de moins d'1 an, issus des mâles déchus, pour s'assurer que seule leur lignée perdurerait. Dans le chaos du massacre, une lionne nommée Amélie risqua sa vie pour protéger son fils unique, Lucien, un lionceau de 3 mois aux grands yeux dorés et à la fourrure pâle et douce. Elle se battit vaillamment, mais le nombre eut raison d'elle. Avant de succomber sous les griffes et les crocs des ennemis, Amélie parvint à pousser Lucien dans un buisson épineux où les poursuivants ne pouvaient l'atteindre facilement. « Cours, mon amour !» furent les derniers mots que Lucien entendit de sa mère. Et il courut, de toutes ses petites forces. Lucien traversa les hautes herbes, se faufila dans des crevasses rocheuses étroites et ne s'arrêta qu'au coucher du soleil. Épuisé et terrifié, il trouva un petit buisson au pied d'un grand sycomore et s'y recroquevilla, tremblant. Cette nuit-là, pour la première fois de sa vie, Lucien dut affronter l'obscurité seul, sans la chaleur de sa mère, sans la protection de la troupe. Ses cris affamés résonnaient faiblement dans la nuit, se mêlant au son de la prairie et aux étoiles froides. L'aube d'un nouveau jour pointait lentement lorsqu'Héloïse entama sa chasse. Son corps était encore robuste, bien que son esprit fût accablé de chagrin. Ses pattes glissaient légèrement dans l'herbe, sans un bruit. Ses yeux dorés scrutaient le paysage à la recherche d'une proie potentielle. Puis elle l'entendit, un son faible, mais distinct. Pas le son d'une proie. C'était le cri d'un jeune petit point. Héloïse se figea. Son instinct de chasse disparut, remplacé par une nouvelle sensation, un mélange de curiosité et d'instinct maternel réprimé. Elle suivit le son, qui la mena au pied du grand sycomore qu'elle escaladait souvent. Le cri provenait d'un buisson proche. Héloïse s'accroupit, tendue, prête à affronter tout danger. Mais ce qu'elle vit la stupéfia. Un lionceau, âgé de 3 mois tout au plus, recroquevillé et tremblant. Sa fourrure dorée pâle était couverte de poussière et de quelques petites éraflures. Il était trop petit, trop faible, n'ayant plus la force de fuir. Selon toutes les lois de la nature,
Héloïse aurait dû tuer cette créature immédiatement. Les lions sont les ennemis héréditaires des léopards. Une fois adulte, ce petit être deviendrait une menace mortelle. Chaque instinct de chasseuse lui criait d'attaquer. Mais autre chose se produisit. Lorsque le lionceau leva les yeux, plein de peur, Héloïse ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Ses yeux la regardaient avec la même peur et le même désespoir qu'elle avait cherché dans ceux de ses propres petits disparus. Son corps, encore producteur de lait pour des petits qui n'étaient plus là, réagit avant que son esprit ne puisse intervenir. La prolactine, l'hormone maternelle, afflua dans ses veines. Aucune décision consciente ne fut prise, seulement une action instinctive, fulgurante. Héloïse saisit le lionceau par la peau du cou, non pour tuer, mais pour le porter, de la même manière qu'elle l'avait fait des centaines de fois avec ses propres petits. Ses crocs se refermèrent juste assez pour tenir fermement sans causer de blessures graves. Lucien, le lionceau, était trop épuisé et effrayé pour résister. Il ne pouvait émettre qu'un faible cri alors qu'il était soulevé du sol. D'un mouvement fluide et décidé, Héloïse escalada le sycomore, portant son étrange proie. Elle grimpa de plus en plus haut jusqu'à atteindre une large fourche dans l'arbre, où elle avait construit son nid. C'était son refuge, là où aucun prédateur ne pouvait l'atteindre, là où elle avait autrefois abrité ses propres petits. Doucement, elle déposa Lucien au centre de la fourche. Le lionceau tremblait, les yeux fermés, certain que son dernier instant était arrivé. Mais au lieu de griffes et de crocs, ce que Lucien sentit fut une langue chaude et rugueuse léchant sa tête. Ouvrant les yeux avec surprise, il vit la léoparde l'observer, non pas avec les yeux d'un prédateur, mais avec quelque chose de totalement différent. Un regard qu'il avait autrefois vu dans les yeux de sa propre mère. Ainsi commença l'enlèvement. Les premiers jours, la relation entre Héloïse et Lucien fut un combat entre la peur et le besoin. Lucien, trop jeune pour survivre seul, tenta à plusieurs reprises de s'échapper de l'arbre, mais ses pattes immatures n'étaient pas faites pour grimper. Il criait pour sa mère toute la nuit, mais seule Héloïse répondait. Elle gardait Lucien dans l'arbre avec une vigilance constante. Chaque fois qu'il tentait de descendre, elle le ramenait doucement, non avec cruauté, mais avec la patience d'une mère apprenant à son petit à éviter le danger. La faim et la soif forcèrent Lucien à affronter la réalité. Bien qu'il refusât initialement, au deuxième jour, il accepta le lait d'Héloïse. Son petit corps ne pouvait résister à ce besoin fondamental de survie. Lorsque les premières gouttes de lait touchèrent sa langue, quelque chose changea. Le goût n'était pas celui du lait de sa mère, mais il était doux et nourrissant. Il redonna de la force à son corps affaibli. Héloïse, quant à elle, ressentit un changement profond. Son corps, encore en deuil de ses petits, semblait revivre en ayant une autre vie à protéger. Son lait, autrefois un douloureux rappel de la perte, avait désormais un but. Chaque fois que Lucien tétait, l'ocytocine, l'hormone de l'amour, se libérait dans son corps, tissant peu à peu un lien que nulle loi de la nature n'aurait pu prévoir. Jour après jour, Héloïse chassait et rapportait de la nourriture pour Lucien. Au début, elle mâchait la viande soigneusement avant de la lui donner. Progressivement, à mesure que Lucien grandissait et que ses dents se développaient, il apprit à déchirer la viande lui-même, non pas à la manière des lions, mais à celle des léopards. Prudente, patiente et économique, le plus miraculeux fut la manière dont Lucien apprit à se déplacer dans l'arbre. Les lions ne sont pas une espèce grimpeuse. Leurs pattes ne sont pas conçues pour cela. Leurs griffes ne se rétractent pas comme celles des léopards pour agripper l'écorce. Mais Lucien, sous la guidance patiente d'Héloïse, développa sa propre technique. Il apprit à utiliser la force de sa mâchoire pour garder l'équilibre, à placer ses pattes stratégiquement, et surtout, à surmonter sa peur des hauteurs. Au bout du deuxième mois de sa nouvelle vie, Lucien pouvait grimper et descendre les branches inférieures tout seul. Ses muscles d'épaule et de pattes avant se développèrent différemment de ceux des lions normaux, plus épais, façonnés pour grimper plutôt que pour courir à travers la prairie. Ce phénomène unique aurait fasciné un biologiste. Une adaptabilité extraordinaire de la nature, où l'environnement et l'éducation peuvent surmonter même les barrières génétiques. Mais surtout, c'était le lien émotionnel entre la léoparde et le lionceau qui était le plus extraordinaire. Chaque nuit, ils dormaient blottis ensemble sur la fourche sécurisée de l'arbre. Lucien cherchait la chaleur de la fourrure tachetée d'Héloïse, tandis qu'Héloïse le toilettait comme elle l'avait fait autrefois avec ses propres petits. Le doux ronronnement d'Héloïse, ce son réconfortant que les léopards produisent pour leurs petits, devint la berceuse nocturne de Lucien. Parfois, les nuits de pleine lune, Lucien regardait l'horizon lointain où les rugissements des troupes de lions se faisaient entendre. Quelque chose dans ces sons éveillait un instinct profond en lui, mais Héloïse se rapprochait alors, touchait son cou de son nez, et le moment passait. Le sycomore, avec toutes ses branches et ses feuilles, était devenu son monde, et Héloïse était la seule famille qui lui restait. La saison sèche céda progressivement la place à la saison des pluies, et Lucien grandit rapidement. À 6 mois, il n'était plus le petit lionceau pitoyable.
Il s'était transformé en un adolescent robuste, avec les premiers signes d'une crinière autour de son cou. Son corps devenait plus long, ses épaules plus larges, et la réalité indéniable était que Lucien serait bientôt plus grand qu'Héloïse. Ce fut la période la plus dangereuse pour leur relation spéciale. Pour la plupart des espèces, la transition de l'enfance à l'âge adulte marque la séparation entre la mère et l'enfant. Dans ce cas, c'était encore plus risqué. Les instincts de l'espèce s'éveilleraient progressivement en Lucien, et que se passerait-il lorsque ces instincts reconnaîtraient qu'il vivait avec une ennemie potentielle? Mais une fois encore, Héloïse et Lucien réécrivirent les lois de la nature. Au lieu de s'éloigner, leur lien semblait se renforcer. Lucien commença à participer aux chasses avec Héloïse, mais pas à la manière des lions, qui chassent en meute et poursuivent leur proie. Il apprit les tactiques des léopards, l'embuscade patiente, l'attente du moment parfait, et l'attaque avec une précision absolue. Pour les impalas et les zèbres, l'apparition de ce duo de chasse étrange était un nouveau cauchemar. Comment pouvait-il faire face à un lion capable de sauter d'un arbre ou à un duo où la force du lion se combinait à l'agilité du léopard? Un après-midi, alors qu'il partageait une impala fraîchement chassée, un nouveau danger apparut. Un grand léopard mâle, peut-être attiré par l'odeur de la viande, s'approcha silencieusement. Naturellement, les léopards mâles tuent souvent les petits qui ne sont pas les leurs, surtout lorsqu'ils sont avec leur mère, en compétition pour le territoire et la nourriture. L'intrus grogna en s'approchant, regardant Héloïse avec des yeux menaçants. Il était plus grand qu'elle, plus fort, et visiblement prêt à se battre. Héloïse, mue par son instinct protecteur, se plaça entre Lucien et l'ennemi, le poil hérissé. Ce qui se passa ensuite défia toutes les attentes. Lucien, qui avait assimilé les leçons de protection d'Héloïse, ne recula pas comme un petit ordinaire. Au contraire, il bondit en avant, se tenant aux côtés de sa mère adoptive, et de sa gorge jaillit, non pas un rugissement de lion, mais le sifflement aigu d'un léopard, le son qu'il avait entendu Héloïse produire face à ses ennemis. La scène était si étrange que le léopard mâle s'arrêta, déconcerté. Devant lui se tenait une léoparde femelle et une créature non identifiable, à l'apparence d'un jeune lion mais se comportant et sonnant comme un léopard. Et surtout, cet hybride ne montrait aucune peur. Après un moment tendu, le léopard mâle décida que ce combat n'en valait pas la peine. Il recula et disparut dans les buissons, laissant Héloïse et Lucien avec leur proie point cette nuit-là. Lorsqu'ils regagnèrent le sycomore, le lien entre eux avait encore changé. Héloïse n'était plus seulement la mère protectrice, et Lucien n'était plus seulement le petit dépendant. Ils étaient devenus des alliés, se protégeant mutuellement. Héloïse lécha la petite blessure que Lucien s'était faite dans la confrontation, et Lucien répondit par un grognement doux, un son ni tout à fait celui d'un lion, ni celui d'un léopard, mais leur propre langage privé. Lorsque la saison des pluies céda la place à la saison sèche, un défi plus grand émergea. Lucien, désormais presque âgé d'1 an, montrait des signes clairs de maturité. Sa crinière s'épaississait autour de sa tête, son rugissement devenait plus grave et résonnant, et il était indéniable que les instincts du lion s'éveillaient progressivement en lui. Les nuits de pleine lune, Lucien descendait souvent du sycomore et se tenait silencieusement sur un rocher, regardant l'horizon lointain où les rugissements des mâles lions se faisaient parfois entendre. Quelque chose en lui répondait à cet appel, un désir de courir à travers les vastes prairies, de sentir la puissance dans ses pattes, de vivre comme son espèce avait évolué pour le faire. Héloïse observait ces changements avec une attention silencieuse. Elle ne tentait pas d'arrêter Lucien lorsqu'il était captivé par les sons lointains. Elle restait simplement à proximité, une présence patiente et discrète. Peut-être comprenait-elle, comme seule une mère peut comprendre, qu'aucun lien, aussi fort soit-il, ne peut totalement effacer la véritable nature d'une créature. Puis, une nuit, alors que Lucien se tenait sur son rocher habituel, un rugissement résonnant vint d'une distance bien plus proche que d'habitude. Et cette fois, Lucien répondit. De sa poitrine jaillit un son, non pas le sifflement de léopard qu'il avait imité toute sa vie, mais le rugissement profond et puissant d'un jeune lion mâle. Le son résonna à travers la prairie, réveillant les impalas endormis et attirant l'attention de la troupe de lions au loin. Héloïse se figea sur sa branche. À cet instant, elle comprit que le jour qu'elle savait inévitable était enfin arrivé. Son fils, car c'est ainsi qu'elle considérait Lucien, ne pourrait pas vivre éternellement la vie d'un léopard. Tôt ou tard, sa véritable nature exigerait de s'exprimer. Mais au lieu de la peur ou de la jalousie, ce qu'Héloïse ressentit fut une étrange paix. Non pas parce qu'elle était prête à abandonner son enfant adopté, mais parce qu'elle reconnaissait que le véritable amour n'est pas la possession, mais le fait de permettre à celui qu'on aime de devenir ce qu'il est vraiment. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons touchèrent la canopée du sycomore, Héloïse réveilla Lucien d'un léger coup de langue sur son visage, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Mais ce jour-là était différent. Au lieu de le conduire à la chasse comme d'habitude, elle descendit de l'arbre et lui fit signe de la suivre. Ils marchèrent pendant de longues heures, plus loin que jamais de leur territoire familier. Lucien, curieux mais confiant, suivait Héloïse de près. Enfin,
Lorsque le soleil était haut dans le ciel, ils atteignirent une zone de hautes herbes dorées et de grands rochers émergeant du sol. Là, à l'ombre d'un grand rocher, reposait une troupe de lions. Ils étaient une douzaine, 4 femelles adultes, 5 lionceaux de différents âges et 3 jeunes mâles, peut-être à peine plus âgés que Lucien. Ce n'était ni l'ancienne troupe de Lucien, ni celle qui avait attaqué sa mère. C'était une nouvelle troupe qui avait migré dans la région ces derniers mois. Héloïse s'arrêta à une distance sûre, se cachant dans l'ombre d'un buisson. Elle regarda Lucien, et dans ses yeux passait un message silencieux. « C'est ici que tu dois être. » Lucien regarda d'Héloïse à la troupe de lions, puis de nouveau vers elle, confus et incertain. Il émit un grognement doux, le son familier qu'ils utilisaient pour communiquer, comme pour demander si c'était vraiment ce qu'elle voulait. Héloïse toucha la joue de Lucien de son nez, un geste doux de son amour maternel, puis elle recula, désignant la troupe de lions. Ses yeux, autrefois ardents d'instinct protecteur, étaient désormais remplis de ce qui ne pouvait être décrit que comme un amour inconditionnel. Un amour prêt à lâcher prise si c'était le mieux pour l'être aimé. Lucien resta là, hésitant, tiraillé entre deux mondes. Devant lui se trouvait son héritage génétique, une vie que ses instincts réclamaient. Derrière lui se tenait la mère qu'il avait sauvée et élevée, qui lui avait appris non seulement à chasser et à survivre, mais aussi un amour qui transcendait toutes les barrières. Dans un moment qui sembla durer une éternité, Lucien prit sa décision. Il avança vers la troupe de lions, mais après quelques pas, il s'arrêta et se retourna pour regarder Héloïse une dernière fois. Un grognement doux s'échappa de sa gorge. Pas un adieu, mais une promesse. Puis il continua, sa démarche majestueuse et assurée, vers son destin. Héloïse resta immobile, regardant son fils s'approcher de la troupe de lions. Au début, il y eut de la méfiance de la part du groupe, mais peu à peu, la curiosité remplaça la prudence. Une lionne plus âgée s'avança, reniflant prudemment Lucien. Peut-être reconnut-elle quelque chose de familier dans son odeur. Pas celle de la troupe, mais celle de son espèce. Lentement, Lucien fut accepté dans le groupe. Un jeune mâle lion s'approcha, et après un moment tendu, ils commencèrent à jouer ensemble. L'activité familière de lien des jeunes lions. Alors que le soleil commençait à se coucher, Héloïse se détourna enfin. Son corps était lourd de tristesse, mais son cœur s'allégeait de fierté. Elle avait fait ce que toute mère doit finalement faire. Elle avait laissé son enfant partir pour devenir lui-même. Cela aurait pu être la fin de l'histoire. Un récit mémorable d'amour maternel transcendant les frontières des espèces, se terminant par une séparation significative. Mais la nature, dans toute sa complexité, réserve parfois des surprises finales. 3 mois plus tard, alors que la saison sèche était à son apogée et que la savane prenait une teinte jaune éclatante, Héloïse reposait sur sa branche familière du sycomore. Elle avait repris sa vie, chasser, protéger son territoire, survivre. Mais les observateurs auraient remarqué que ses yeux se tournaient fréquemment vers l'horizon, là où elle avait laissé partir son fils. Puis, un après-midi, alors que le soleil du soir déclinait lentement, une silhouette apparut à la lisière de son champ de vision. Une créature grande et puissante s'avançait vers le sycomore avec des pas confiants et déterminés. Héloïse se tendit, prête à affronter un danger, mais à mesure que la créature s'approchait, elle réalisa que ce n'était pas une menace, mais un miracle. C'était Lucien, désormais plus grand et plus fort, sa crinière pleinement développée autour de son visage. Il s'approcha du pied du sycomore et leva les yeux, cherchant Héloïse. Lorsqu'il la repéra, un son s'échappa de sa gorge. Le grognement doux que seule elle pouvait comprendre. Sans hésiter, Héloïse descendit de l'arbre et fit face à son fils. Ils se touchèrent le nez, un geste intime qu'ils avaient partagé des centaines de fois auparavant. Et à cet instant, la barrière entre les espèces s'effaça une fois de plus. Lucien ne resta pas longtemps. Il avait sa troupe maintenant, des responsabilités et une nouvelle vie. Mais à partir de ce jour, il revint régulièrement rendre visite à Héloïse, parfois pour une brève visite, parfois pour des heures, allongés ensemble à l'ombre du sycomore. Et peu importe le temps qui passait, peu importe comment le monde autour d'eux changeait, le lien entre eux, léopard et lion, mère et fils, deux créatures qui s'étaient trouvées dans la douleur la plus profonde, ont resté aussi forts qu'au premier jour. Car parfois, dans ce monde naturel sauvage et impitoyable, le véritable amour peut surmonter toutes les barrières, même celles érigées par des millions d'années d'évolution.